Que tu aies déjà des connaissances en physique ou non, comprendre la différence entre la relativité restreinte et générale est extrêmement important dans ce domaine. Pour le grand public, il y a un détail souvent oublié. Einstein n'a pas inventé une relativité, mais deux. L'une décrit ce qui se passe quand on va très vite et l'autre décrit comment la gravité façonne l'univers. Même nom, même auteur, mais deux idées profondément différentes. Dans cette vidéo, on va voir simplement et pas à pas ce qui distingue la relativité restreinte de la relativité générale, et pourquoi on a vraiment besoin des deux pour comprendre le monde. Pour beaucoup de physiciens à la fin du 19e siècle, le monde semble presque terminé en termes de grandes découvertes. Newton a expliqué le mouvement des planètes, la chute des objets, la trajectoire des boulets de canon. Maxwell, lui, il a unifié l'électricité, le magnétisme et la lumière en un seul cadre élégant. On sait prédire les éclipses, construire des machines, calculer les trajectoires des projectiles. Bref, on a l'impression que la physique n'est plus qu'une affaire de détails à régler. Sauf qu'en réalité, quelques détails, justement, ne rentrent pas dans les cases. Et ces détails vont tout faire exploser, puisque de ça va découler en fait la naissance de la mécanique quantique et de la cosmologie. Mais bon, l'un des détails les plus gênants concerne la lumière. D'un côté, Maxwell décrit la lumière comme une onde, un peu comme une vague qui se propage dans l'eau, mais ici la mer serait un mystérieux milieu appelé l'éther. De l'autre, on sait que les vitesses s'additionnent, l'exemple connu est que si tu es dans un train qui va vite et que tu lances une balle vers l'avant, sa vitesse par rapport au sol est la somme de la vitesse du train et de celle de la balle. C'est tout simple, hein, prenons une autre situation. Si je reste immobile et que je vois un bus passer à 20 km/h devant moi, et que dedans, toi, tu lances, dans le sens et la direction du bus, une balle à 30 km/h. Premièrement, ça fera chier le conducteur. Deuxièmement, logique, pour toi, dans le bus, la balle va à 30 km/h, vu que tu l'as lancée à 30 km/h. Et troisièmement, pour moi qui suis dehors, la balle va à 50 km/h, parce qu'à sa vitesse, on additionne la vitesse du bus. C'est simplement ça, l'addition des vitesses. Et donc, pour revenir à la lumière, si la lumière est une onde dans un milieu, sa vitesse devrait dépendre du mouvement de la source et de l'observateur. On devrait mesurer des vitesses différentes selon la direction selon laquelle on la regarde. Donc pour vérifier tout ça, des expériences très fines, comme celle de Michelson et Morley, essayent de détecter ce fameux éther et les variations de vitesse de la lumière. Le résultat est que les scientifiques n'ont rien trouvé. Aucune différence, la lumière semble se moquer complètement de nous. Sa vitesse apparaît toujours la même, quel que soit le sens, la saison, la position, toujours la même. C'est comme si la nature refusait obstinément d'obéir à la règle intuitive de l'addition des vitesses. Ça ne marche pas avec la lumière. Et c'est là que Einstein entre en scène. Ce fou furieux se demandait si le problème ne venait pas de la lumière, mais de notre manière de penser le temps et l'espace. Il ose une idée radicale. La vitesse de la lumière est la même pour tout le monde, et c'est notre intuition du temps et de l'espace qui doit être corrigée. C'est osé quand même, et à partir de là, il construit justement ce qu'on appelle la relativité restreinte. Pourquoi restreinte? Parce qu'elle s'applique à des situations où l'on néglige la gravitation. Comme si l'on zoomait sur des régions de l'univers où la gravité est faible, ou peut-être ignorée. Le but est de régler le problème du mouvement et de la lumière, pas encore celui des planètes qui tombent, des étoiles qui s'attirent ou des trous noirs. Et pendant un temps, cette relativité restreinte suffit pour décrire beaucoup de phénomènes. Elle remplace la vieille manière de combiner temps, espace et mouvement, mais elle garde quelque chose de Newton. La gravité reste une force qui agit à distance telle qu'on l'a décrit depuis le XVIIe siècle. Sauf que, là encore, un détail gêne. Newton suppose que la gravité agit instantanément. Si le soleil disparaissait soudainement, en théorie, la Terre devrait le sentir tout de suite, selon Newton, et changer de trajectoire instantanément. Mais la relativité restreinte dit qu'aucune information ne peut se propager plus vite que la lumière. Il y a donc un problème. Comment concilier une gravité instantanée avec une limite de vitesse absolue pour toute influence dans l'univers? De plus, certaines observations astronomiques montrent de légères différences entre ce que prévoit la gravité newtonienne et ce qu'on mesure vraiment. Par exemple, dans le mouvement très précis de la planète Mercure autour du Soleil. Bon. Avec tout ça, Einstein comprend alors que sa première relativité n'est qu'un morceau de puzzle. Elle marche très bien pour des objets qui se déplacent vite, tant que la gravité ne joue pas un rôle majeur. Mais pour parler de l'univers à grande échelle, des étoiles, des galaxies, des champs gravitationnels très intenses, il faut aller plus loin. Il lui faut une théorie où la gravité n'est plus un simple tirage invisible entre deux masses, mais quelque chose de plus profond qui respecte la vitesse limite de la lumière et qui s'intègre naturellement à sa nouvelle vision du temps et de l'espace. C'est de cette quête qu'est née la relativité générale, 10 ans après la relativité restreinte. Deux théories donc, mais qui ne sont pas concurrentes. La première répond à la question « que se passe-t-il quand on va très vite sans s'occuper de la gravité ?» et la seconde répond à « que se passe-t-il quand la gravité devient importante et façonne tout le décor ?» Einstein n'a pas inventé de relativité par caprice, mais parce que la réalité lui a imposé deux niveaux de description. D'abord le mouvement et la lumière, ensuite la gravité et la structure même de l'univers.
Pour comprendre la relativité restreinte, il faut que tu acceptes une idée simple mais perturbante. Ce ne sont pas le temps et l'espace qui sont sacrés, en quelque sorte chez Einstein, c'est la vitesse de la lumière. Tout le reste doit s'adapter à la vitesse de la lumière. Ça paraît étrange et c'est normal puisque ça n'est pas intuitif. En fait, Einstein part de deux principes fondamentaux qu'il faut retenir. D'abord, les lois de la physique sont les mêmes pour tous ceux qui se déplacent à vitesse constante les uns par rapport aux autres. Que tu sois dans un train qui file droit ou assis sur un banc, les lois ne changent pas. Ensuite, la vitesse de la lumière dans le vide est la même pour tout le monde, qu'on se rapproche ou qu'on s'éloigne de la source lumineuse. C'est cette deuxième idée qui casse ton intuition. En fait, dans la vie quotidienne, notre intuition est façonnée par des phénomènes classiques. Si une voiture roule à 100 km/h et que tu cours vers elle à 10 km/h, tu la vois arriver à 110 km/h. Si tu t'en éloignes, elle ne se rapproche plus qu'à 90 km/h. Les vitesses, comme on a vu, elles s'additionnent. C'est ce qu'on a vu, c'est une évidence newtonienne. Mais la lumière, comme on a dit aussi, elle se comporte pas du tout ainsi. Dans le vide, la lumière se propage toujours à la même vitesse notée c, environ 300 000 km par seconde. Et ce, pour tous les observateurs. Que tu te rapproches de la source lumineuse ou que tu t'en éloignes, ou même que tu te déplaces presque aussi vite qu'elle, tu mesureras toujours exactement la même vitesse de la lumière. C'est cette affirmation qui heurte profondément notre intuition. Instinctivement, on s'attendrait à voir la lumière arriver plus vite si on va à sa rencontre, ou plus lentement si on fuit la source. Or, ça n'arrive jamais. Pour la lumière, ça ne marche pas. Si tu allumes une lampe dans un vaisseau qui va très très vite, toi à l'intérieur et quelqu'un d'extérieur, mesurez la même vitesse de la lumière. Impossible de rattraper un rayon lumineux ni de le faire aller plus vite que cette limite. Et pour que cette constance de la vitesse de la lumière soit vraie, il faut que quelque chose cède, malheureusement. Et ce quelque chose, en l'occurrence, ce sont le temps et l'espace. La relativité restreinte nous dit que le temps ne s'écoule pas de la même façon pour tout le monde et que les distances ne sont pas absolues. Si tu te déplaces très vite par rapport à quelqu'un, vous ne serez pas d'accord sur la durée d'un événement, ni même sur la longueur d'un objet en mouvement. Imagine une horloge embarquée dans un vaisseau qui voyage presque à la vitesse de la lumière. Pour toi, à bord, tout est normal. Ton cœur bat, ta montre tourne, tu manges, tu dors, rien d'étrange. Mais pour quelqu'un resté sur Terre, ton temps semble ralenti. Quand tu reviendras, il aura vieilli plus que toi. C'est ce qu'on appelle souvent le paradoxe des jumeaux. Un jumeau reste sur Terre, l'autre part en voyage spatial à très grande vitesse, et celui qui revient a moins vieilli. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est un effet réel mesuré avec des horloges très précises embarquées dans des avions et des satellites. D'ailleurs, ce phénomène, on le voit dans le film Interstellar, ce n'est donc absolument pas de la science-fiction. Christopher Nolan a juste respecté les lois de la physique. Et de la même façon, les longueurs se contractent pour un observateur qui voit un objet passer très vite. Un train qui file presque à la vitesse de la lumière, impossible, mais imaginons, il paraîtrait plus court à un observateur fixe qu'à quelqu'un à l'intérieur. Là encore, ceux qui sont dans le train ne ressentent rien de spécial. C'est le regard croisé entre différents observateurs en mouvement relatif qui révèle toutes ces différences. Bon, pour continuer, un autre point clé de la relativité restreinte, c'est que la notion de « en même temps » devient totalement relative. Tu pourrais croire que si deux événements se produisent en même temps, tout le monde serait d'accord là-dessus. Hélas, ce n'est plus vrai du tout. Prenons l'image suivante. Deux éclairs frappent les deux extrémités d'un train. Pour quelqu'un sur le quai, ils arrivent au même instant. Pour quelqu'un à l'intérieur du train, qui se déplace vers l'un des éclairs et s'éloigne de l'autre, ce ne sera plus le cas. Il verra un éclair avant l'autre. Ce qui est simultané pour l'un ne l'est plus pour l'autre. C'est donc le cas de le dire, tout est relatif. Bon, toutes ces bizarreries ne se remarquent pas dans la vie quotidienne, évidemment, parce que nos vitesses sont ridicules face à celles de la lumière. À 50 km/h ou même à 30 000 km/h, les corrections relativistes sont minuscules. Mais à des vitesses proches de celles de la lumière, elles deviennent dominantes. Les physiciens qui étudient des particules dans les accélérateurs, par exemple, ne peuvent pas les ignorer. Les particules vivent plus longtemps quand elles vont très vite, simplement parce que leur temps propre est dilaté par rapport au temps des instruments qui les mesurent. Enfin, la relativité restreinte change aussi notre vision de la matière et de l'énergie. Tu connais le fameux E = mc au carré. Sans s'attarder sur la formule, tu connais sûrement l'idée que la matière et l'énergie sont deux façons de décrire la même chose. Une petite quantité de matière peut se transformer en une énorme quantité d'énergie. C'est ce qui se passe dans le soleil où des réactions nucléaires convertissent une partie de la masse en lumière et en chaleur, ou dans les bombes atomiques, version destructrice d'un principe relativement similaire. Là encore, c'est la structure de l'espace-temps telle que la voit la relativité restreinte qui rend cette relation naturelle. Bon, pour résumer avant de passer à la relativité générale, la relativité restreinte te dit que tu ne peux pas dépasser la vitesse de la lumière. Le temps et l'espace s'adaptent pour que cette vitesse reste la même pour tout le monde. Le temps peut s'étirer, les longueurs se contracter, la simultanéité dépendre de ton mouvement. Et enfin, la matière et l'énergie sont intimement liées. Mais attention, tout cela se déroule dans un décor où la gravité est mise de côté. On considère des observateurs qui se déplacent à vitesse constante, sans accélération violente, sans champ gravitationnel fort. C'est un univers plat, sans bosse ni creux dans l'espace-temps. Pour beaucoup de phénomènes, c'est suffisant. Mais dès qu'on parle de planètes, d'étoiles, de chutes, d'orbites ou encore de lumière déviée par une masse, la relativité restreinte ne suffit plus. C'est là que la relativité générale prend le relais.
Dans la relativité générale, la gravité n'est pas une force qui tire les objets vers le bas. C'est la façon dont l'espace et le temps se déforment autour de la matière et de l'énergie. Pour bien comprendre cette idée, imagine dans un premier temps l'espace, non pas comme un vide neutre, mais comme un tissu à 2 dimensions pour bien visualiser. Quand il n'y a rien, quand il n'y a ni étoile, ni planète, ni lumière, ce tissu est plat. Les objets qui se déplacent vont en ligne droite à vitesse constante, comme le dit la relativité restreinte. Maintenant, place une boule lourde sur ce tissu. Le tissu se creuse autour d'elle. Si tu fais rouler une petite bille à proximité, elle ne va pas tout droit, elle va suivre la courbe du tissu et se mettre à tourner autour de la boule, ou à y tomber. Tu n'as pas besoin d'imaginer une force mystérieuse entre les deux, la trajectoire de la petite bille est simplement la plus naturelle possible dans ce tissu déformé. Dans la relativité générale, la situation est la même. Les planètes, les étoiles, la lumière elle-même suivent les chemins les plus simples dans un espace-temps qui est déformé par la présence de masse et d'énergie. Bon, pour faciliter la compréhension, tu vois un espace à 2 dimensions, mais en réalité tu dois ajouter une 3e dimension d'espace et une dimension de temps. Il y a donc 4 dimensions. Pour retenir tout ça, garde en tête cette phrase. La matière dit à l'espace-temps comment se courber, et l'espace-temps courbé dit à la matière comment se mouvoir. Autrement dit, tu n'as plus une force qui agit à distance comme chez Newton, mais une géométrie qui guide les mouvements. Une planète ne sent pas une force gravitationnelle qui l'attire, elle suit simplement la trajectoire la plus droite possible dans un espace-temps qui, autour du Soleil, est déformé de façon particulière. Cette trajectoire, la plus simple, s'appelle une géodésique. Et cette vision, ça explique tout un tas de phénomènes qui posaient problème à la physique classique. Par exemple, l'orbite de la planète Mercure, qu'on a évoqué, il tourne très légèrement au fil du temps, d'une façon que la théorie de Newton n'arrivait pas à expliquer complètement. Avec la relativité générale, la courbure de l'espace-temps très proche du Soleil, où le champ gravitationnel est fort, rend ce comportement tout à fait naturel. De même, la lumière qui passe près d'une étoile massive est déviée, comme si elle passait dans un milieu optique un peu bizarre. Ce n'est pas parce que la lumière aurait de la masse au sens habituel, mais parce que le chemin le plus droit dans un espace-temps courbée peut être une trajectoire qui semble tordue quand on la regarde de loin. Ce phénomène avec la lumière, c'est ce qu'on appelle une lentille gravitationnelle. Cette idée que la gravité courbe aussi les trajectoires de la lumière a été testée très tôt. Lors d'éclipses de soleil, on peut observer la position apparente des étoiles proches du bord du disque que forme le soleil. Normalement, on peut pas voir les étoiles proches du soleil à cause de son éclat, mais lors d'une éclipse totale, le disque solaire est masqué, ce qui permet d'observer ces étoiles et de comparer leur position apparente pendant l'éclipse avec leur position habituelle quand le soleil est ailleurs. La différence correspond à la déviation de la lumière, et la relativité générale prédit qu'elles doivent sembler légèrement déplacées parce que la lumière a été déviée en passant près du soleil. C'est exactement ce qu'on a observé, ce qui donne à la théorie d'Einstein un premier grand succès. Bon, évidemment, la relativité générale va plus loin, elle relie la gravité au temps lui-même. Là où la gravité est forte, le temps s'écoule plus lentement. Si tu déposais une horloge très précise au pied d'une montagne et une autre au sommet, puis que tu les comparais, tu verrais qu'elles ne donnent pas exactement le même temps. L'horloge plus proche du centre de la Terre, là où la gravité est légèrement plus forte, retarde un peu par rapport à celle d'en haut. L'effet est minuscule à notre échelle évidemment, mais il existe. Et plus on se rapproche d'objets très massifs comme des étoiles à neutrons ou des trous noirs, plus ces effets deviennent spectaculaires. C'est un phénomène d'ailleurs qu'on voit encore dans Interstellar quand ils sont sur une planète proche du trou noir. Les trous noirs d'ailleurs sont un cadeau direct de la relativité générale. Si tu entasses suffisamment de masse dans un volume très petit, la courbure de l'espace-temps devient si extrême qu'au-delà d'une certaine frontière, plus rien ne peut s'échapper, pas même la lumière. Cette frontière, on l'appelle l'horizon du trou noir. De l'extérieur, un objet qui tombe vers un trou noir semble ralentir. Sa lumière se décale vers le rouge, son temps semble s'étirer à l'infini. Pour l'objet lui-même en revanche, il franchit l'horizon et continue sa chute sans rien ressentir de spécial au moment précis du passage. Bon, c'est vrai au passage de l'horizon, mais pas plus près de la singularité à cause des forces de marée destructrices quoi. Mais bon, la relativité générale prédit aussi que lorsque des masses très importantes bougent, fusionnent, tournent, elles envoient des sortes de vagues dans l'espace-temps. C'est ce qu'on appelle des ondes gravitationnelles. C'est comme si tu jetais une pierre dans un étang, sauf que l'étang ici, c'est l'espace-temps lui-même. Ces ondulations compressent et dilatent très légèrement les distances à leur passage. On a réussi d'ailleurs à les détecter avec des instruments incroyablement sensibles, capables de voir des variations de distance plus petites qu'un noyau d'atomes sur des kilomètres de bras de mesure. Ce sont des confirmations de l'idée qu'il y a un tissu et que ce tissu, il peut vibrer. Au passage, tu peux remarquer une différence de style avec la relativité restreinte. La relativité restreinte s'occupe d'un espace-temps plat, sans gravité, où le temps et l'espace se mélangent déjà, mais de façon uniforme. La relativité générale prend ce même espace-temps, lui permet de se courber, de se tordre, de se dilater sous l'effet de la matière et de l'énergie. Et ça en fait la scène complète sur laquelle se joue l'univers, de la chute d'une pomme à l'expansion cosmique.
Donc tu n'es plus dans un monde où la gravité est une force mystérieuse qui traverse le vide. Tu es dans un monde où les objets massifs sculptent l'espace et le temps autour d'eux. Les planètes, la lumière, les satellites, toi-même, tu suis les chemins les plus simples possibles dans cette géométrie déformée. Le temps lui-même dépend de l'endroit où tu te trouves et de la gravité qui y règne. Et chose importante, la relativité générale inclut la relativité restreinte à l'intérieur. Là où la gravité est négligeable, où l'espace-temps est quasiment plat, la relativité générale se réduit à la relativité restreinte. C'est un peu comme si tu avais d'abord une carte d'un département très précis, puis ensuite une carte du pays entier. La grande carte ne rend pas la plus petite fausse, elle la contient, mais elle décrit beaucoup plus de choses. Donc la différence entre relativité restreinte et relativité générale n'est donc pas un simple détail de vocabulaire. La première est une théorie du mouvement à grande vitesse dans un espace-temps plat sans gravité. La seconde est une théorie de la gravité et de la structure globale de l'univers qui fait de l'espace-temps un acteur à part entière qui englobe la première comme un cas particulier. Ensemble, elles te forcent à abandonner l'idée d'un espace-temps universel, d'un espace rigide de force agissant dans un vide neutre. Elles t'invitent à voir le monde comme un tissu souple où le temps, l'espace, la matière et l'énergie se répondent. Voilà, je remercie les 15 sippers qui me soutiennent malgré les statistiques catastrophiques des 10 dernières vidéos. Vous soutenez toujours la chaîne et je vous en remercie profondément. Même si les résultats ne sont pas présents pour le moment, j'essaye d'améliorer en permanence la qualité des vidéos avec Nicolas, le monteur qui fait un taf incroyable. Donc merci pour tout type de soutien, que ça passe par un abonnement, un like, un partage, un tip ou un commentaire. Merci d'être resté jusqu'au bout, à la prochaine.